Il a juste aidé une vieille dame à traverser 5 minutes plus tard, il était menotté au sol. Jules, 16 ans, vit à Bondy en banlieue parisienne. Fin d'après-midi, soleil bas, ombre longue. Il porte un sweat propre, son sac de livres sur le dos et des écouteurs diffusant un podcast sur l'histoire du droit. Sa passion, la justice. Il veut devenir avocat comme son oncle Malik, mort dans un accident il y a 2 ans. Son monde est modeste mais structuré. Sa mère, Aïssata, élève seule ses 2 enfants en jonglant entre les gardes à l'hôpital et l'amour inconditionnel qu'elle leur donne. Elle l'élève dans le respect, la rigueur et l'espoir qu'ils s'en sortent mieux qu'elle. Ce jour-là, Jules revient de la bibliothèque. Il a emprunté un vieux livre sur Nelson Mandela. En marchant, il voit une vieille dame hésiter à traverser un passage piéton. Elle a une canne blanche. Il retire ses écouteurs, sourit et lui propose calmement son bras. Elle accepte, émue. Il traverse tranquillement, un instant suspendu. Mais alors qu'il la dépose de l'autre côté du trottoir, une voiture de police fonce, freine brutalement. 2 agents blancs en sortent en courant. L'un d'eux, costaud, crâne rasé, main déjà sur son arme, crie « Bouge pas, gamin! À terre, maintenant !» Jules n'a pas le temps de comprendre. Il lève les mains. Trop tard. Il est violemment plaqué au sol. Son livre glisse sur la chaussée. La vieille dame hurle. « Mais que faites-vous? Il m'a aidé. » On ne l'écoute pas. Les menottes claquent. Une douleur vive dans les poignets. Une foule commence à se former. Certains filment, d'autres crient. Jules, face contre le béton, ne comprend plus rien. Son monde vient de voler en éclats. Au commissariat, les lumières sont crues, les murs froids. Jules est jeté sur une chaise métallique, seul dans une salle d'interrogatoire. Il est encore sous le choc, son sweat taché de poussière, les bras douloureux. Un policier entre. Officier Mertens, dossier en main. Regard dur, presque amusé. Vol à l'arraché sur personne vulnérable. Tu veux nous parler ou on commence la procédure? Jules tente de parler. Je l'ai aidée. Je n'ai rien volé. Elle peut témoigner. Mais Mertens coupe. Tu ressemblais au suspect. C'est tout. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise tête. Il appuie lourdement sur le mot « tête ». Un jeune policier, à l'arrière, regarde Jules. Il semble hésitant, mais ne dit rien. Il baisse les yeux. Jules est gardé à vue. Pas de téléphone. Pas d'explication. On lui fait signer un papier sans lui laisser le lire. Il obéit, tremblant. Il est seul, totalement seul. Pendant ce temps, sa mère est prévenue. Elle quitte son poste à l'hôpital, paniquée. Elle arrive en hurlant dans le commissariat. « Mon fils est innocente. Où est mon fils ?» Un officier blasé lui répond. Il sera présenté demain matin. Comparution immédiate. S'il n'a rien à se reprocher, ça ira vite. Mais Jules sait que ça n'ira pas vite. Il voit dans les yeux de Mertens qu'il ne cherche pas la vérité, mais à confirmer ce qu'il pense déjà savoir. Et puis, un homme entre dans la cellule. Costume froissé, regard intelligent. Il tend la main. « Maître Legrand, je suis ton avocat. Tu vas devoir m'aider à te sortir de là. » Une main tendue dans l'obscurité. Jules hésite. Mais c'est ça ou sombrer? Le lendemain matin, la lumière blafarde de la salle d'audience filtre à travers de hauts vitraux sales. Jules est assis dans le box des accusés. Il garde la tête basse, incapable de croiser le regard de sa mère. Assise au fond, les yeux gonflés de larmes. Il se sent sale, humilié. Maître Legrand se penche vers lui. « Tu dois parler, Jules. Tu dois me dire ce qui s'est passé. Exactement, mot pour mot. » Mais Jules secoue la tête. Il n'a plus confiance. Ni en les adultes, ni en la justice, ni en lui-même. À quoi ça sert? Vous ne voyez pas qu'ils ont déjà décidé. Vous n'avez pas leur temps, maître. Moi non plus. Legrand soupire. Il s'assoit, puis il dit, presque à voix basse. « Tu sais pourquoi je fais ce boulot, Jules? Parce que mon frère a fait 8 mois pour un vol qu'il n'a pas commis. Il a perdu sa bourse, sa copine, ses études. Il s'est pendu 2 ans plus tard, parce que personne ne s'est battu pour lui. Moi, je vais me battre pour toi. Mais je ne peux pas le faire seul. » Le silence tombe, long. Quelque chose se fissure en Jules. Il lève enfin les yeux. Et là, la machine se relance. Il raconte, il se souvient, la vieille dame, le passage piéton, le livre tombé, et le cycliste, un livreur Deliveroo. Il l'a vu. Il l'a même salué. Il était là au moment de l'arrestation. C'est un témoin. Il m'a vu aider la vieille dame. Maître Legrand se redresse. Un sourire naît, pas de joie, mais de détermination.
Alors on le retrouve et on va leur montrer ce que vaut une vérité qu'ils refusent d'entendre. Quelques jours plus tard, le procès commence officiellement. Jules porte une chemise bleue prêtée par son voisin, trop grande. Sa mère lui a coupé les cheveux la veille comme pour effacer les stigmates de la garde à vue. Mais rien n'efface la peur dans ses yeux. La salle du tribunal est glaciale. À la barre, l'officier Mertens. Il jure sur l'honneur. Puis il déroule son mensonge avec la précision d'un vétéran. Le suspect correspondait au signalement. Jeune homme noir, sweat à capuche, comportement suspect. Lors de l'interpellation, il a tenté de fuir. Jules serre les poings. Il n'a pas bougé, il a levé les mains. Mais personne ne bronche. Maître Legrand tente de démonter point par point. Mais la juge fronce les sourcils. Pourquoi la vidéo de surveillance n'est-elle pas versée au dossier? Un agent de police répond: problème technique. Système en maintenance. Un hasard? Non. Une opacité organisée. Les médias sont là. Une journaliste filme. Le soir même, les réseaux titrent un jeune de banlieue jugé pour vol sur personne vulnérable. Encore un cas de récidive dans les quartiers sensibles. Personne ne parle de son innocence, ni du cycliste, ni de la vieille dame. Dans la salle, Jules entend des murmures, des rires étouffés. Le doute s'insinue dans les regards. Il n'est plus une personne, il est devenu un stéréotype, une caricature. Mais au fond de la salle, Maître Legrand écrit quelque chose sur un papier et le glisse à Jules. 3 mots. Tiens le coup. Et Jules comprend. Il vient de quitter l'enfance. Il est entré dans le combat de sa vie. Dans une petite pièce encombrée de dossiers, Maître Legrand cherche un fantôme. Le livreur Deliveroo. Jules n'a pas son nom, mais se souvient de son visage, de la casquette rouge, du vélo noir abîmé. Grâce à la géolocalisation d'un témoin sur TikTok qui a filmé une partie de la scène, Legrand remonte la piste. Un quartier, puis un nom. Karim. Karim a 27 ans. Il vit en foyer, il fait 3 boulots pour nourrir sa fille de 4 ans. Legrand le retrouve à la sortie d'un McDo, casque en main, sac sur le dos. Tu étais là ce jour-là, tu as tout vu. Karim baisse les yeux. Il sait de quoi on parle. Il se souvient de Jules, du policier violent, de la vieille dame qui criait. Il se gratte la nuque, et j'ai vu. Oui, mais je peux pas, frère. Si je témoigne, c'est moi qu'on va accuser de faux témoignages. J'ai déjà eu des embrouilles. Ils me sauteront dessus. Il tourne le dos et s'en va. Un détail obsède Jules. Depuis le début, un deuxième policier était là, celui qui n'a jamais parlé, l'agent Simon. Il n'a pas témoigné ni écrit de déclaration publique. Il est l'ombre silencieuse du dossier. Maître Legrand mène l'enquête. Il découvre qu'un rapport alternatif a bien été déposé par Simon, 2 jours après l'arrestation. Mais ce rapport moins accusateur a été classé non pertinent par la hiérarchie. Legrand tente de le contacter. Aucun retour. Alors, Jules décide de prendre les devants. Depuis la maison, avec ses mots à lui, il rédige une lettre, écrite à la main. Des lignes tremblantes, mais puissantes. Monsieur Simon, je sais que vous avez vu, je sais que vous avez douté. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas votre problème, mais pour moi, c'est toute ma vie qui est en jeu. J'ai 16 ans. Je ne veux pas finir comme une statistique. Si vous savez quelque chose, dites-le. Même une phrase. S'il vous plaît. Il plie la lettre, l'envoie à l'adresse du commissariat. Le silence dure. 1 semaine, 2. Puis, la veille de l'audience décisive, alors que tout semble perdu, Maître Legrand reçoit un appel. Il raccroche, se tourne vers Jules. Demain, il viendra. Jules ne comprend pas tout, mais il sent son cœur bondir. Le vent tourne. Peut-être, juste peut-être. La salle est pleine. Journalistes, étudiants en droit, anonymes, familles. L'affaire a pris une ampleur virale. Hashtag justice pour Jules. Le regard de Jules croise celui de sa mère. Elle ne pleure plus. Elle est droite, solide, prête. Maître Legrand est debout, droit comme une épée. Il lance. Appel à la barre. Agent Simon. Un murmure parcourt la salle. L'homme monte lentement à la barre. 40 ans. Yeux cernés, visage fermé. La juge l'interroge. Agent Simon. Avez-vous quelque chose à ajouter au rapport officiel? Il fixe Jules. Long silence, puis il baisse les yeux et parle. Oui. Ce garçon n'a pas fui. Il a levé les mains. Il a aidé une dame. Je l'ai vu et j'ai gardé le silence. Par peur, parce qu'on m'a appris à couvrir mes collègues, à ne jamais contredire l'uniforme. Mais aujourd'hui, je veux dormir. Je veux que ma fille sache que son père n'est pas un lâche.
La salle explose. Un silence d'abord, puis une onde de choc. Même la juge est déstabilisée. Maître Legrand enchaîne. Il montre la vidéo TikTok, retrouvée entre-temps. On y distingue clairement Jules tendant la main à la vieille dame, puis se faisant arrêter brutalement sans raison. La vérité devient incontestable. Le procureur demande l'abandon des charges. La juge annonce, l'accusé est relaxé. Aucune charge ne sera retenue. Mais Jules ne sourit pas. Il regarde la salle. Il voit les visages, ceux qui ont douté, ceux qui ont jugé, ceux qui, même maintenant, hésitent à applaudir. Il n'a pas gagné une victoire, il a seulement sauvé son droit d'exister. Quelques semaines plus tard, Jules est devant son lycée. Une foule est là, des caméras, des micros. Il a été invité à prendre la parole devant des jeunes. Il est devenu un symbole malgré lui. Il parle simplement, avec calme. Je n'ai jamais voulu être un exemple. Je voulais juste qu'on me traite comme un garçon, pas comme un danger, pas comme une case à cocher. Ce que j'ai vécu, beaucoup d'autres le vivent en silence. Le vrai combat, c'est pas que pour moi, c'est pour ceux qui n'ont pas eu d'avocat, ni de vidéo, ni de témoin. Il s'arrête et dit enfin, « Mais maintenant, on m'écoute et je parlerai pour eux. » Dans le public, on applaudit, pas par compassion, par respect. Il faut parfois tomber dans l'abîme pour que le monde voie enfin sa propre noirceur. La vérité, même étouffée, finit toujours par trouver une bouche assez courageuse pour la crier.